Bon les amis, je suis à Paris, en très bonne compagnie, puisque je suis avec Jules. Enchanté. Comment tu vas? Super, et toi? Ça va très bien, puisque j'ai de sacrées pièces sous les yeux. Elles sont toutes à toi, ces montres, C'est ça. et tu vas nous en parler. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces montres? Alors, on va commencer par ma préférée, je dirais la petite Cartier. Donc celle-ci, c'est une Cartier qui était destinée au marché brésilien, avec plusieurs signatures, donc Manaus à l'arrière. Ouais. Manaus, c'est une petite ville au nord-ouest du Brésil de tête. Ça, c'est vraiment ma préférée. Cadran Burgundy ou Bordeaux. Comment Selon t'es tombé sur cette pièce? Celle-ci, c'était un Allemand et j'ai fait un échange avec lui, avec justement la Piaget dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ok. Et du coup, j'ai échangé ces deux pièces-là contre la Piaget qui est visible sur mon compte. C'était une Piaget Emperador de tête. Donc là, on a un cadran Bordeaux qui est fantastique, un boîtier en or jaune Et une boucle en or jaune. et une boucle en or jaune. La boucle est d'origine du coup. C'est ça, mais le bracelet n'est pas d'origine, malgré qu'il soit signé. Les amis, dites-nous ce que vous pensez de cette Cartier. Qui achetait ce genre de montre à l'époque? C'est la question que je me pose à chaque fois que je vois ce type de pièce. C'est la question qu'on se pose tous, je pense. Quel type de clientèle avait accès à ce genre de pièces, tout en or, tout en matière précieuse à l'époque? C'est assez bluffant, c'est assez magnifique. Donc tu vois cette Cartier, le mouvement à l'intérieur c'est quoi? C'est un petit état. Ok, Malheureusement, c'est pas des quartiers. Quartier, c'était plutôt des joailliers à l'époque. Du coup, Bien ils sûr. faisaient très très rarement leur mouvement. Je crois qu'ils en ont même jamais fait. Et du coup, là, on est sur un mouvement état comme. après voilà, montage comme je dis manuel, souvent, tout c'est pas ça. ce que tu vas chercher chez Cartier. C'est ça. Tu vas chercher un design, Si tu veux un beau mouvement, il faut viser ces deux-là, bien sûr. ou les trois même. Et du coup, alors quelles sont ces montres? On peut commencer par cette Piaget magnifique, Piaget. qui n'a pas de Alors, bracelet. Piaget 12P qui n'a pas de bracelet malheureusement. Entre cornes en 17, c'est pour ça qu'elle n'a pas de bracelet, c'est que c'est compliqué à trouver. Et la petite particularité de cette montre, c'est qu'elle est totalement en or. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'à l'intérieur, je vais vous l'ouvrir, on retrouve un joli mouvement 12P1, donc un mouvement avec une masse en 24 carats. Ouverture en direct, opération chirurgicale les amis. Hop là, Et là, le mouvement se dévoile. Voilà, c'est magnifique. petit 12P. Et du coup, cette masse-là, c'est du 24 carats. Pourquoi le choix de l'or 24 carats sur la masse? Qu'est-ce que ça apporte au mouvement? Alors en fait, l'or 24 carats, c'est très très dense. Du coup, ça permet que la masse ait une fluidité juste exceptionnelle et qu'elle se remonte super bien. C'était l'époque micro-rotor avec par exemple Universal Genève, Piaget qui en ont beaucoup fait. Et c'était vraiment une époque exceptionnelle et pour moi, c'est le plus beau micro-rotor de ces époques-là. On a un design qui est franchement réussi, on a une montre qui est ultra fine, en or jaune, en matière précieuse, un mouvement manufacturé. Comment tu expliques qu'aujourd'hui, Cartier ait plus de renommée que Piaget par exemple? Comment expliquer ça? Je dirais que Piaget, malgré le fait que c'est une marque que j'apprécie énormément, on retrouve quand même beaucoup moins d'histoire sur cette marque. Je ne sais pas si c'est volontaire de Piaget actuel, mais en fait on retrouve pas beaucoup d'historique. Et imaginons par exemple si on parle de la Santos, on voit vraiment qu'il y a toute une histoire complète avec les débuts avec la Santos Dumont, l'Aviateur, toutes ces choses-là. Et chez Piaget, les montres étaient plus réservées à une clientèle un peu plus luxe. Et comment dire, j'ai pas envie de dire qu'elles n'ont pas d'histoire, mais il y a une histoire un peu en moins. Et en soi, ça fait aussi la beauté de cette montre. Le poids de l'histoire qui fait son œuvre. Piaget, les modèles Piaget ont une histoire moins marquante que les modèles Cartier, C'est ça, et les gens du coup s'y intéressent peut-être un peu moins. plus iconiques. À vous de me dire en commentaire si je me trompe là-dessus, mais c'est un peu mon avis sur la chose. Les amis, dites-nous laquelle des deux vous préférez là, entre cette Cartier, exclusivement réservée au marché brésilien. On est à Paris, mais on a quand même réussi à en avoir une, merci à Jules. Et cette Piaget automatique en or jaune. Dites-nous laquelle des deux vous préférez. Tu préfères laquelle toi, entre les deux? Cartier en vrai. Ouais. Cartier, si on devait parler esthétique, je partirais sur la Cartier sans aucun doute. Que ce soit ce petit saphir sur la couronne, le cadran ou la boucle, tout est parfait sur cette montre. Mais si on parle plutôt mouvement, vous vous doutez bien, le 12P, je le place bien plus haut que le ETA. Et du coup, ça fait que mon avis est assez mitigé, mais je partirais quand même plus sur Cartier. Cartier. Les amis, dites-nous ce que vous en pensez. Franchement, les deux sont dingues. On a ce cadran Bordeaux là, de la Cartier qui est fantastique, ce cadran irisé de la Piaget qui semble être en or, qui est également magnifique. Et on a derrière ces deux montres une petite vacheron C'est qui ça, se cache. vacheron en or blanc.
courant des années 70. Et du coup, la petite particularité de cette montre fait qu'elle est un petit peu plus rare, c'est qu'on retrouve une boucle d'origine AW en or 18 carats aussi, or blanc. Et moi je trouve que c'est une montre qui est exceptionnelle de par sa finesse. Ultra fine les amis, regardez ça, c'est magnifique. Et dedans, c'est le calibre 1003 de tête. Qu'est-ce qui te plaît dans cette pièce? Sa finesse, sincèrement, la finesse pour moi c'est quelque chose, ça fait vraiment l'élégance d'une montre. Et je vais vous montrer un peu au poignet, mais c'est quelque chose. Et même il y a une jolie patine sur les index, visible au soleil. Et ça fait un peu, comment dire, couleur essence. Je sais pas si ça a un nom, mais ah, c'est superbe. Regardez la finesse les amis. Ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus sur les montres d'aujourd'hui. On peut se rendre compte de la finesse de la montre. Petite couronne d'origine au passage. Couronne d'origine signée avec la croix de Malte. Et la boucle qui est dans un état exceptionnel. On voit encore boucle toutes les finitions. En or blanc. Avec ce brossé qui est magnifique. Non, c'est vraiment une montre qui est superbe. Ouais. C'est ultra fin les amis. C'est ça qu'on aime dans le vintage aussi. C'est les dimensions contenues qu'on retrouve plus difficilement maintenant de nos jours. Comment tu l'expliques ça, toi qui maîtrise un peu la technique, qui connaît un peu le marché, pourquoi il y a moins de finesse aujourd'hui? Je dirais qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup de concurrence là-dedans. Ça veut dire que toutes les marques, que ce soit des calibres automatiques, quartz ou mécaniques, toutes les marques voulaient absolument avoir le calibre le plus fin. Il y a plein de calibres qu'on peut citer, dans les remontages manuels en particulier, le 9P, le Piguet 21, toutes ces choses-là. Des calibres très jolis, mais qui sont aussi très fragiles par la même occasion. Bien sûr. Et dans les micro-rotors, on a eu les UG 1.66, 2.66 ou les 12P, 12P1 comme celle-ci. Et est-ce que cette finesse-là, aujourd'hui, elle est encore adaptée à nos modes de vie contemporains, urbains? C'est peut-être plus le cas. Aujourd'hui, les gens aiment bien, comment dire, montrer. Et du coup, cette finesse-là, on la retrouve beaucoup plus rarement. On trouve plutôt des choses robustes. Robuste comme la Ranchero qu'on va parler juste après, qui elle est beaucoup plus épaisse quand même. Puisque finesse est synonyme de discrétion. C'est ça, discrétion et élégance. Qu'on a eu certains marchés qui ont émergents notamment, qui ont eu besoin et qui ont eu envie de montrer qu'ils avaient réussi, qu'ils avaient de l'argent. C'est ça. Et les marques se sont adaptées aussi à ça. Et là, pour se donner une petite idée, ouais, les deux sont assez fines. Je vais essayer de la caler avec ça. Les amis, on espère vous convertir au vintage, si ça n'est pas déjà le cas. Là, remontage manuel, des automatique, c'est fou, ça rend fou. Franchement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans le vintage. Or jaune, or blanc. Dites-nous ce que vous préférez, ça n'est pas de l'acier les amis. C'est ce qu'on aime aussi avec l'or blanc, c'est son caractère un peu trompeur. Très discret. De loin, les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, quand toi tu portes l'objet, tu sais ce que tu portes. Et ça, c'est le plus important finalement. Qu'est-ce que tu as d'autre dans cette boîte, mon cher Jules? Il y a des gens qui traînent là dans le fond. Petite Ranchero. Alors, Ranchero qui n'a pas plu à certains sur Instagram malheureusement. Pourquoi? J'ai eu beaucoup de gens qui disent que c'est une montre qui est beaucoup surcotée. Ok. Mais j'ai envie de vous dire, le côté surcoté fait aussi la rareté. Parce qu'en fait, cette montre, elle a été produite seulement 2 ans. Ça veut dire qu'elle a été affichée au catalogue aussi 2 ans. Et donc, 58 et 59. Celle-ci, c'est un modèle de 58. Et la petite particularité, c'est que vraiment, on a tout d'origine. Que ce soit par la couronne, signée Omega, qui a un petit peu pris, du coup, on ne voit pas trop le logo. Le fond et le boîtier, tout est d'origine. J'ai dit que tout était d'origine, mais je me trompe parce que le verre ne l'est pas, malheureusement. Il n'est pas signé. Et on voit qu'il est bagué, et voire un petit peu mal bagué, parce qu'on mange sur l'écriture Swiss Made qui est en bas. La petite boucle d'origine, qui est très sympa. Et pour finir, petit tag et petite boîte. Boîte, tag d'époque. Sur cette montre, moi je suis le 2e propriétaire. J'ai acheté un italien et l'état est juste exceptionnel. La patine. Sur ces modèles, on retrouve souvent des aiguilles qui ont été refaites avec du nouveau Luminova. Et là, on peut voir qu'en fait, que ce soit les index ou les aiguilles, l'état est fabuleux, quoi. La patine, les amis, c'est exceptionnel. En plus, on a une belle lumière, là, donc c'est cool. Et la patine qui colle un peu aussi avec le tag. C'est ça qui est cool. Et, les amis, c'est une montre qui a plus de 60 ans. Exceptionnel. Donc je pense que c'est l'une de mes préférées après la Cartier, vu que ça a vraiment son côté un peu robuste. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est une montre qui, malgré son âge, peut se porter presque de manière quotidienne. Bon, en faisant attention évidemment, ça se porte pas comme... C'est ça, mais après, j'ai envie de vous dire, joint dans le fond, joint à peu près partout. Donc les joints qui assurent l'étanchéité pour nos amis. Et du coup, les joints ont été changés vu que j'ai fait une révision assez récente dessus.
Mais ouais, c'est une pièce exceptionnelle et qu'on peut clairement porter tous les jours. Il n'y a pas de souci à ça. Ça se porte très bien. Ça. Et au poignet, c'est quelque chose. La boucle, les amis, Omega d'origine, ce boîtier est fantastique, un peu Calatrava, une patine superbe d'origine. Le cadran est dans un état fantastique pour une pièce qui a plus de 60 ans. Voilà. C'est ça. Et qui se porte, et aujourd'hui qui a toujours de la gueule, qui a un design qui est intemporel, qui a très bien vieilli. C'est ça la force des grandes marques, des belles montres, c'est que c'est des montres que tu peux encore porter sans aucun souci. Exactement. Des dizaines et des dizaines d'années plus tard. C'est du robuste, c'est fiable. J'ai pas envie de critiquer le récent là-dessus, mais chacun a son avis. Mais certains objets récents, hors montre, sont faits aussi pour ne pas durer très longtemps. Certaines marques aiment voir leurs clients revenir une deuxième fois pour aussi par la même occasion fidéliser une clientèle, revendre du produit. C'est ça. C'est la maladie de l'obsolescence programmée. C'est pour ça qu'on aime l'horlogerie. Ce sont des objets intemporels, presque éternels, qui vont se transmettre, qui vont nous dépasser. De nos jours, sincèrement, cet avis, je le place pas pour toutes les montres. Mais de nos jours, certaines pièces, en fait, quand on les achète, elles vont pas nous durer très très longtemps, vu qu'elles vont peut-être casser assez rapidement. Et en fait, là, on se retrouve face à 4 pièces qui, elles, ont vraiment traversé le temps. Ça veut dire que une fois qu'on fait une révision sur ces 4 pièces, elles sont reparties, mais pour des années. Et c'est ça que je trouve exceptionnel avec le vintage, c'est que vraiment ça n'a jamais de fin. Je vois qu'il y a une Cartier sur la table, ça me fait penser à ça. On parle vintage, on sait très bien que dans les années 70-80, il y a eu la grosse période quartz, qui a fait beaucoup de mal à certaines marques, qui a permis l'émergence de nouvelles. Toi, t'en penses quoi du quartz? Ah là là, ça c'est la question qui fâche. Question qui fâche. Le quartz, il y a certains modèles en fait, j'apprécie beaucoup de par leur esthétique. De tête, je penserais à la Oyster Quartz par exemple, et celle que tu as au poignet, mon ami, aujourd'hui, que je trouve exceptionnelle. J'ai une petite pépite au poignet, là, je vous en parlerai bientôt, donc restez branchés. Et moi, le quartz, je trouve que ça a quand même détruit pas mal de très belles marques. Je pense à LEAP ou Universal Genève, avec la crise du quartz, du coup, qui a vraiment fait chuter ces marques. J'entends ce que tu dis sur le quartz, ça fait beaucoup de mal à certaines marques, mais est-ce qu'au bout d'un moment, pour perdurer dans le temps et pour devenir une grande maison horlogère légendaire, tu n'as pas le devoir de survivre à ça en fait et de t'adapter? C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que c'est pas ce qui fait la marque des grandes maisons? Ça je dirais jamais le contraire. On va pas se mentir, toutes les marques se sont mis à faire du quartz. Rolex a fait du quartz. C'est ça, Rolex a fait du Patek quartz. a fait du quartz. Rolex, on n'a pas fait énormément, on va pas se mentir. Hein. Franchement, c'est une marque où on retrouve pas non plus énormément de modèles quartz. Mais je pense à Piaget, je pense à Cartier. C'est des modèles, mais que ce soit les Vendôme, les Santos Galbé, il y a vraiment eu beaucoup de modèles en quartz. Et c'est aussi ce qui crée une nouvelle clientèle, on va dire. Il y a des gens, ils cherchent pas à s'embêter. Et si quelqu'un cherche pas à s'embêter et juste à porter une belle montre et une belle marque, le quartz, c'est ce qu'il y a de mieux, sincèrement. C'est fiable, ça tient dans le temps, on change la pile tous les 3 ans à peu près. Ça permet d'avoir une certaine finesse plus facilement. C'est ça aussi, il y a un peu de ça. Et si on cherche autre que, on va dire, l'âme d'une montre, et le tic-tac fabuleux que moi j'adore, on peut partir sur le quartz sans problème. Je suis pas contre ça. C'est-à-dire que le quartz n'a pas d'âme. À mon goût, le quartz n'a pas d'âme. Les amis, c'est une phrase qui est pleine de... Je sais que plein de gens vont pas être d'accord avec moi, mais à mon goût, le quartz n'a pas d'âme. Pour toi, le quartz n'a pas d'âme? Non. Les amis, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, le quartz a une âme? Phrase très risquée. Phrase qui sera lourde de conséquences et que je sanctionnerai plus tard dans la journée, les amis. Bon, vous savez ce que je pense du quartz. Le quartz, c'est génial. C'est une période quand même marquante de l'histoire de l'horlogerie. Ça a existé pour des raisons bien précises. Donc j'ai hâte on a hâte avec Jules d'avoir vos retours en commentaire là-dessus. C'est un débat qui est toujours intéressant. Et dites-nous les amis surtout laquelle vous préférez entre ces 4 montres. Jules, tu votes pour laquelle toi? Mitigé. Mitigé. Si on part vraiment sur le côté robuste quotidien, je partirais quand même sur la Ranchero. Et si on part sur vraiment un esprit élégant et dress watch de tous les jours, je suis super mitigé entre les 3. J'irais plus voter pour la Vacheron parce qu'on retrouve à la fois cette finesse, on retrouve un mouvement qui est signé et qui est surtout, je dis pas que état c'est pas bien, mais c'est des mouvements qui ont été faits pour durer. C'est des mouvements qui sont robustes, c'est des mouvements qui sont jolis, mais ça manque ce côté un peu manufacturé. En ce qui me concerne, je ne vous dis pas laquelle je préfère, puisque si vous me connaissez, vous devez deviner laquelle je préfère. Il y en a une que j'ai portée plus que les autres,
Jules, c'est de laquelle je parle. Donc je vous laisse deviner en commentaire les amis. Dites-moi laquelle je préfère tout simplement et puis je vous dirai si vous avez raison ou pas. Et dites-nous également laquelle vous préférez. Ces 4 montres qui sont formidables, il y a un peu de tout, il y a de la matière précieuse, il y a de l'acier, il y a de l'or blanc, il y a de l'or jaune, il y a du manuel, il y a de l'automatique, il y a du très fin et du très très fin. Donc on se régale comme d'habitude. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. J'attends vos retours en commentaire là, sur ce lot, j'ai envie de dire, complètement fou. J'attends de vous que vous votiez pour votre préféré. Comme d'habitude, portez-vous bien, portez vos montres, puis à bientôt. Ciao. Ciao.